Salut, on se retrouve après une assez longue absence liée à mon activité professionnelle pour démarrer une nouvelle série de vidéos qui va concerner la classe AB. Alors, dans cette vidéo que vous allez voir, nous allons traiter des deux typologies, à savoir Mullard et Williamson. A tout de suite. Les amplificateurs à tube en classe AB s'appuient sur un certain nombre de conceptions historiques. Il est bon de retenir deux d'entre elles que sont le Mullard et le Williamson. Alors ces deux grandes conceptions historiques ont donné naissance à un certain nombre de déclinaisons et ils sont beaucoup utilisés tant dans le domaine de la hi-fi que dans le domaine de l'amplification guitare. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux grandes conceptions, ici, sont nécessaires à être étudiées au sens où elles sont la base de tout, à peu près tous les amplificateurs en classe AB qui ont donc des couplages anodiques. Alors commençons par le Mullard. Le Mullard, c'est un ampli qui se distingue en fait par son inverseur de phase. Alors on va construire cet ampli, enfin je vais construire cet ampli d'autant plus facilement pour l'occasion, pour cette chaîne, d'autant plus facilement qu'un internaute, Christophe, m'a envoyé gracieusement un certain nombre de circuits imprimés, ici, que je peux vous montrer. Je vous les montrerai en détail quand on construira l'ampli. Il a conçu un certain nombre de modules sur circuits imprimés qui sont d'excellentes factures. Je les ai regardés, c'est des produits d'excellente facture. Alors comme je l'ai répété à maintes reprises, ce canal n'est ni monétisé ni sponsorisé. J'ai néanmoins pris ces deux modules puisqu'il les a offerts à la chaîne pour, on va dire, nous aider à éviter de construire des maquettes, ce qui est très très sympathique de sa part. Et je vous mettrai ses coordonnées et son site web dans la description. Alors, prenons le Mullard. Alors, le Mullard, vous voyez, c'est ce schéma qui est ici. On aura l'occasion de le détailler. Ce qui en fait en partie sa spécificité, c'est qu'il utilise une pentode en entrée, du moins cette version du Mullard, une pentode de faible signaux, qui est une EF86, suivie d'un déphaseur comme ceci, qu'on appelle en anglais un long tail pairs, qui est en fait un ampli différentiel, on va dire. Et c'est suivi après donc d'un étage classique en push-pull. J'y reviendrai dans quelques minutes. Ce couplage peut être soit fait en ultralinéaire, soit en pentode, soit en triode, enfin. On aura l'occasion d'y revenir. Le deuxième ampli qui est vraiment le plus classique, on peut dire aussi, c'est le Williamson. Alors le Williamson se distingue du Mullard puisqu'il a, lui, à la différence du Mullard, c'est un ampli entièrement à triode, sauf évidemment l'étage de sortie, encore que l'étage de sortie est constitué d'un étage à pseudo-triode, dans sa version originale, puisque c'est celle-là, et il dispose d'un déphaseur dicathodine ou concertina en anglais, suivi d'un couplage à triode et d'un étage driver, je vais y revenir. Alors il faut savoir que le problème du push-pull se pose historiquement, à partir des étages à tube unique sur le canal. Pour l'heure, nous n'avons travaillé que sur des étages à tube unique, tels que vous pouvez le voir. C'est ce que l'on appelle des étages single-handed en anglais, qui présentent un certain nombre de limitations, notamment quand on veut faire de la haute fidélité en particulier, à savoir que l'on a des saturations des noyaux magnétiques, on est obligé d'utiliser des transfos entre fers, les puissances sont extrêmement limitées. Alors évidemment, quand on regarde ce genre de truc, si on reprend les droites de charge telles qu'on avait l'habitude de les tracer, on se rend compte que l'ampli que nous avions construit avec une simple EL84, eh bien, il nous délivre environ 2 watts, comme on avait vu dans la vidéo concernant les droites de charge. Et le seul moyen d'augmenter la puissance, c'est de prendre des tubes de puissance. Les rendements sont absolument lamentables sur ces amplis-là, sans parler des enrichissements H2 et autres problèmes que l'on peut rencontrer. Les transfos coûtent plus cher, ils sont plus difficiles à réaliser. En général, c'est des amplis qui ont du mal à donner des basses, parce qu'on a du mal à construire des amplificateurs à tube, enfin des transformateurs à tube unique avec une forte self-induction en entrée. C'est donc une solution qui est limitée finalement qui était beaucoup utilisée par exemple dans la radio, dans les radios de chevet, dans les électrophones. Mais bon, envisager de faire de la puissance avec un ampli à
à tube unique, c'est très difficile. Alors évidemment, on pourrait être tenté dans ces cas-là de prendre cet étage et d'y ajouter un certain nombre de tubes en parallèle, comme ça, en se disant, si j'ajoute des tubes en parallèle, je vais augmenter la puissance, ce qui est vrai, puisque chaque tube va donc doubler la puissance, ou tripler la puissance en fonction de ça. Ça ne change rien au problème du rendement de cet étage, d'une part, et d'autre part, la linéarité de la mise en parallèle d'un certain nombre de tubes n'est pas complètement garantie, et là, ça va obliger à avoir des transformateurs très spécifiques. Finalement, c'est pas une solution idéale, et c'est une solution qui est très très vite abandonnée, en fait. Sauf pour des produits qui sont pas chers, elle est très très vite abandonnée, puisqu'on va réaliser que, assez vite, on va essayer de trouver une solution avec 2 tubes, chaque tube étant dédié à une alternance, on va dire, de la fonction sinusoïdale, sous la forme du push-pull, et ce, dès 1915. Donc ça, c'est pas la solution. Même si certains le font, c'est pas la solution pour obtenir de la puissance à partir d'un ampli à tube. Alors il est possible de monter des tubes en parallèle, à la différence de ce que l'on peut faire avec des transistors bipolaires. Enfin, c'est possible de monter des transistors bipolaires en parallèle, mais sur les tubes, ça ne présente pas de difficulté majeure là, de monter des tubes en parallèle, puisque les tubes ont une assez forte résistance interne. La vraie solution, c'est de faire cet étage-là, c'est-à-dire un étage composé donc de 2 tubes, raccordés à un transformateur à point milieu et précédé d'un déphaseur. Alors il faut savoir que je vais entrer dans les détails dans les vidéos futures, mais simplement je vais vous donner maintenant un panorama, on va dire, général de la conception de ces amplis-là. Alors le brevet du push-pull, c'est pas un brevet qui date d'hier quand même, parce que si vous regardez bien la date de ce brevet, il date de 1915. Il a été déposé par Colpitts, le fameux ingénieur qui allait par la suite créer également le fameux oscillateur Colpitts, que tous les ingénieurs qui font ingénieurs ou techniciens qui font de la haute fréquence connaissent par cœur. Ce même ingénieur a déposé dès 1915 un ampli avec un push-pull, et on va voir, puisque la prochaine vidéo que j'ai déjà tournée et que je vous mettrai en ligne d'ici une semaine à 10 jours, sera exclusivement consacrée à la compréhension de ce brevet-là, parce qu'il faut comprendre le brevet par lui-même pour pouvoir ensuite tracer les droites de charge et surtout comprendre dans quel contexte on a fait naître ce brevet. Alors ce brevet, comme vous voyez, il s'appuyait sur des triodes Audion, des triodes doubles déjà à l'époque, un peu comme on a maintenant. Et si vous regardez bien, on retrouve dès 1915 un tube, d'accord, qui est double, donc avec une cathode commune et deux grilles et 2 plaques, donc on a un tube double. Alors on peut regarder le détail du brevet rapidement. Alors ce brevet, effectivement, s'appuie sur exactement la même typologie que ce que l'on retrouve aujourd'hui dans les amplis modernes. Alors la représentation qui est faite ici sous la forme de résistance n'en est pas, ça représente des transformateurs. Donc un transformateur à point milieu, et ce système en fait fonctionnait de la façon suivante. On venait donc injecter en entrée sur le transformateur un signal sinusoïdal, lequel se retrouvait avec 2 signaux en antiphase, ici, comme vous pouvez le voir. Et chacun des tubes venait amplifier donc une alternance en fait, du signal, de telle manière d'avoir en sortie un signal sinusoïdal reconstitué. Alors il faut savoir que ce brevet et ce schéma que vous avez sous les yeux contient en germe l'intégralité de la conception d'un ampli en classe A, enfin un ampli en push-pull, pardon, un ampli push-pull pour être tout à fait précis. Et aujourd'hui, quand vous fabriquez un ampli, même à transistor, vous vous appuyez très précisément sur cette conception de 1915 qui va finalement mettre en évidence toutes les vertus des amplificateurs à push-pull. Alors il faut savoir que ce truc-là, en fait, travaillait en classe B2, puisqu'on faisait travailler les triodes en courant gris. Mais je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on va y passer 30 minutes dans la prochaine vidéo. Alors il faut savoir que ce brevet de 1915, quand même, a inspiré à peu près toute l'électronique moderne. Et pour information, quand vous vous intéressez à l'histoire des sciences et à l'histoire de l'électronique en particulier, vous réalisez que dès la fin des années 40, la quasi-totalité des typologies de l'analogique et de l'électronique moderne sont non seulement déposées, mais parfaitement maîtrisées. Et on verra dans la prochaine vidéo à quel point ce brevet a été maîtrisé par son créateur,
Et il ne s'agit pas du tout d'une approximation de sa part, mais réellement d'un véritable travail, une véritable discipline intellectuelle qui l'a conduit à inventer ce circuit. Alors ce que je vous ai représenté ici, c'est un circuit 7400, qui est un circuit classique en TTL. Il faut savoir que la technologie DTL et TTL ont utilisé assez tôt des dérivés de ce brevet. Et on peut voir, ça c'est un circuit, ça c'est une porte-nande, en fait c'est le contenu d'une porte-nande. Et cette façon en fait de traiter la sortie de la porte-nande ici, ben, c'est directement inspiré du push-pull. Même si la porte-nande n'est pas un circuit analogique, mais un circuit logique. Mais on verra tous les avantages que présente le push-pull par la suite. Alors il est intéressant de s'arrêter 2 minutes sur le brevet, et notamment sur la décision de justice qui va contester à Colpitts la paternité du push-pull. Il faut savoir aussi que Lee De Forest a passé sa vie à faire des contestations toute sa vie et à attaquer la profession. Et dans cette décision de justice que j'ai extrait, dont je vous mettrai en description d'ailleurs les références, il y a 2 phrases intéressantes qui montrent à quel point ce brevet était maîtrisé par son créateur. Alors, il faut savoir qu'on va lui opposer en particulier un brevet de 1895 pour dire qu'il ne peut pas prétendre à la paternité du push-pull. Il est intéressant d'ailleurs de penser qu'on lui oppose un brevet de 1895 alors qu'en 1895 la triode n'existe pas. Quoi qu'il en soit, ces 2 phrases que j'ai extraites de cette décision sont les suivantes. Cette phrase qui est en anglais, que je n'ai pas traduite, mais que je vais vous traduire en live, où je vais vous en donner le contenu, elle indique très clairement que le circuit push-pull utilise in which two similar performing devices sont deux équipements sont connectés de telle façon que leur opération produise un résultat additif, mais opposé, de telle façon que the defect of one cure the defect of the other, c'est-à-dire que les défauts de l'un corrigent les défauts de l'autre. Et là, il y a une deuxième phrase très intéressante sur laquelle on va revenir longuement dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire qu'il dit fondamentalement, ce circuit amplifie et préserve la fréquence fondamentale, tandis que les harmoniques paires, qui tendent à produire de la distorsion, oppose each other and thereby reduced, sont opposées l'une à l'autre, et en conséquence réduites. C'est-à-dire qu'il faut voir, c'est assez intéressant, c'est even harmonics which tend to produce distortion oppose each other and are thereby reduced. Et tout le push-pull repose là-dessus. Ça n'est pas tant un circuit, comme on le verra, qui a vocation à la base à régler un problème de rendement, mais c'est un produit c'est une conception qui a tendance et vocation, on va dire, à réduire la distorsion. Et on est en train de parler d'un brevet de 1915. Alors il faut savoir que ça date pas d'hier, quand même, les amplis à push-pull, et loin de là. Alors ça, c'est une radio. Ce que vous avez ici, c'est une radio que je suis en train de restaurer, qui est en cours de restauration. Je ne peux pas vous la montrer parce que ça n'apporterait pas beaucoup d'intérêt. Je crois qu'on la voit dans la vidéo du générique, en partie du premier générique que j'avais fait. Et cette radio, qui est donc une radio Ducreté C9, comme vous allez le voir, elle l'a déjà en 1932, puisque c'est quand même un équipement de 1932, nonobstant le fait que ça soit un récepteur super hétérodyne qui a tous les étages constitutifs d'un équipement super hétérodyne inventé par Lévy en France, mais surtout, cette radio dispose d'un amplificateur push-pull à pentone, parce qu'en fait le tube 47 est une pentone, malgré le dessin qui pourrait laisser penser autre chose. Elle a ici un étage à push-pull qui est totalement inspiré du brevet de 1915. Il est même une copie, il est même une transposition de ce brevet de 1915 que vous retrouvez ici. Alors on va retrouver là-dedans un déphaseur. Alors le déphaseur est réalisé avec un transformateur, exactement comme dans le brevet d'origine, suivi de 2 tubes, d'accord, et lequel va sur un transfo de sortie. Donc en 1932, on a déjà des amplificateurs push-pull qui sont distribués sur des radios, alors évidemment un peu de luxe.
Alors venons-en maintenant au détail de Mullard versus Williamson, ces deux amplis. Alors ce qui différencie ces deux amplis, en fait, ces deux conceptions, c'est le déphaseur. Alors le Mullard va utiliser ce qu'on appelle un long taper en anglais, c'est-à-dire cet ampli différentiel, c'est la base d'ailleurs d'un amplificateur différentiel, dans lequel on voit que deux triodes sont montés comme sur un ampli différentiel, et on va donc référencer un des deux côtés de l'amplificateur, ici différentiel, à la masse, et donc on obtiendra en sortie deux signaux déphasés l'un de l'autre. Alors ça c'est un ampli qui est supposé, en fait c'est un déphaseur, pardon, qui est supposé également réduire l'harmonique 2. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que je vais consacrer une vidéo complète à ce déphaseur, sachant que ce déphaseur a été à la base des premiers amplis opérationnels à tube. Sur la base de ce déphaseur-là, vous reconnaîtrez, sans trop faire d'efforts, un amplificateur différentiel qui est à la base de tous les amplificateurs opérationnels. Alors le deuxième déphaseur, qui est plus ancien, au point de vue du brevet, alors je n'ai pas regardé exactement le brevet de ce déphaseur, qui s'appelle un déphaseur cathodine ou concertina en anglais. Les Anglais l'appellent concertina. C'est quelque chose de beaucoup plus intuitif, en fait. C'est simplement un amplificateur, on va dire, à cathode commune, en fait, dont on vient avoir en résistance de charge anodique une résistance non découplée. Donc les équations là sont assez faciles à extraire parce qu'elles sont directement issues de ce que l'on avait fait sur le cathode follower ou sur l'amplificateur à cathode commune à résistance partiellement ou non découplée. Et du fait qu'on a une charge équivalente sur l'anode et sur la cathode, et bien naturellement on va obtenir ici deux signaux en opposition de phase. Ce déphaseur, il est très précis si vous utilisez des résistances de précision. Il va vraiment vous donner deux signaux parfaitement en opposition. Mais il est sensible évidemment aux variations de tension d'alimentation plus que le déphaseur du Mullard. Enfin le déphaseur différentiel. Bon, il existe d'autres déphaseurs. Ce n'est pas les deux seules façons de créer un déphasage dans un ampli à tube, mais c'est les plus courantes. Si j'ai le temps, je vous parlerai probablement d'autres déphaseurs, notamment le paraphase, etc. Mais ça, c'est ce qui constitue les deux amplis que l'on va aborder. Alors, le Williamson. Le Williamson, c'est un ampli extrêmement classique dans sa fabrication et dans sa conception. Il a d'abord un étage de préamplification, comme vous pouvez le constater. C'est un étage de préamplification en cathode commune. Alors, il y a un certain nombre de circuits et de filtres ici qui tendent à corriger les bandes passantes. J'y reviendrai quand on fera la conception d'un Williamson, parce que j'ai déjà réalisé une maquette et je vous montrerai plus tard. Alors, il y a ici un préampli. On voit très nettement qu'on a un préampli. On attaque ici ce déphaseur directement. Alors, il y a ici un couplage direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condensateur, ce qui est une bonne chose, parce que ça évite évidemment d'introduire des condensateurs et donc des rotations de phase et autres sujets de cette nature. Et on a deux charges, une charge anodique, une charge cathodique, qui viennent respectivement alimenter deux drivers. Alors ces deux drivers, malgré l'apparence, ça n'est pas véritablement un circuit totalement différentiel, c'est simplement la cathode des deux tubes qui est reliée. Ça présente quelques avantages, et ça permet d'amplifier le signal pour attaquer les deux tubes. Alors il faut savoir que le cathodine n'a aucun gain, ce qui est tout à fait logique, puisque il a ici une contre-réaction à 100%. Donc c'est un étage qui est totalement contre-réactionné, il n'a aucun gain, donc il est suivi généralement, et particulièrement si vous voulez piloter des tubes de puissance, il est suivi d'un driver, ici, comme cela, parce qu'on est obligé d'avoir un certain niveau pour pouvoir attaquer les tubes, et surtout on verra qu'il ne faut pas faire travailler les tubes à fond pour éviter d'avoir de la distorsion, ce qui explique que nous ayons ce driver et un étage intermédiaire. Et enfin, on a un étage de puissance. Alors l'étage de puissance est constitué historiquement sur le Williamson avec des KT66. On va réaliser cet ampli, mais pas avec des KT66, mais avec des EL84. Pour la bonne raison que je n'ai pas de tube KT66. Mais j'ai par contre un excellent transformateur torique
J'ai commandé deux excellents transformateurs toriques pour réaliser cet ampli. Alors on voit que c'est des triodes parce que le montage est fait de telle façon que ici on a des montages en pseudo-triode. Et il a une contre-réaction d'ailleurs, vous voyez, qui n'est pas du tout compensée ici. Cette résistance R25 revient sur la cathode du tube en fait, pour assurer une contre-réaction globale de l'ensemble. Ça c'est un ampli qui est de très très bonne facture d'ailleurs, et si vous construisez ça à partir des valeurs et du livret que vous avez, vous allez faire quelque chose qui marche pratiquement à coup sûr. Alors parlons de Mewlard. Alors le Mewlard, qui est un ampli qui est beaucoup utilisé en guitare, hein, beaucoup utilisé en guitare, cette typologie, est la suivante. On a un préampli à pentode vrai, c'est-à-dire qu'on a une pentode faible signaux qui est une F86 avec un gain considérable. Alors ce truc-là est précédé ici d'ailleurs d'un correcteur de tonalité passif à l'entrée du truc pour une correction grave aiguë de type Baxendale. Mais il n'y a pas de... Très honnêtement, bon, c'était la conception d'origine, hein, ça, qu'il y a dans le livret. C'est jamais idéal de mettre un correcteur comme ça, passif, devant un tube de préamplification, parce que pour des questions de bruit, en fait, vous allez avoir de l'atténuation que vous allez réamplifier derrière. Donc, idéalement, il faudrait entrer la correction dans la boucle de contre-réaction. Mais bon, c'est pas le sujet. Je ferai probablement une vidéo sur la correction de type Baxendale. Ça a beaucoup de gains. C'est corrigé également, comme vous pouvez le voir ici en fréquence. C'est-à-dire quand les fréquences vont augmenter, en fait, on va réduire la charge anodique. Et en fait, à nouveau, on vient attaquer cet amplificateur différentiel, ce long tail pair, en direct. On voit qu'on a une connexion directe sans condensateur. Il n'est pas bon de mettre des condensateurs, trop de condensateurs dans un ampli qui a beaucoup d'étages, parce qu'après, l'application de la contre-réaction est très difficile, voire impossible. Et il est bon d'essayer de faire au maximum des liaisons directes. Mais ça, c'est ce que je vous dis est vrai pour les tubes, mais c'est aussi vrai sur des transistors. Alors, le fait est, c'est que ici, on a du gain. C'est la différence qu'il y a essentiellement avec le déphaseur cathodine, en dehors du fait que le déphaseur, les déphaseurs différentiels ont tendance aussi à diminuer les problèmes de H2, enfin diminuer l'harmonique 2, l'enrichissement en harmonique 2. Et ensuite, on vient donc attaquer un étage de puissance. Et cet étage de puissance est lui constitué à partir de pentodes vrais de type EL84, tube que nous avons déjà utilisé à plusieurs reprises, que ce soit dans le régulateur à tube ou dans les amplis à tube unique. Et ça sort quand même quelque chose comme 10 watts. Alors c'est un ampli qui est plus difficile à réaliser déjà, parce qu'il y a un gain absolument considérable ici. Donc on peut avoir des difficultés, on peut assez vite faire entrer ce truc-là en oscillation. Et surtout, ce couplage de pentodes que vous avez ici, comme on le voit, c'est un couplage en pentode vrai, il a pour effet de modifier la réponse en fréquence, enfin de donner une réponse en fréquence différente sur le transfo de sortie, parce que la réponse d'un ampli à tube, en fonction que le couplage est fait avec des triodes, avec des tétrodes ou avec des pentodes, on a une réponse en fréquence avec notamment une remontée dans les aigus et des phases qui vont tourner, ce qui rend très difficile l'application des contre-réactions, ce qui explique que cette contre-réaction ici est compensée. Bon, on va avoir l'occasion de le faire en détail, puisque, comme je vous le disais, Christophe, qui m'a envoyé ces modules, ici, de très très bonne facture, comme je vous le disais, même si je ne les ai pas testés encore, hein, puisque je n'ai pas eu le temps de les monter, vont permettre la réalisation de cet ampli, parce qu'en fait, je dispose actuellement des étages qui sont là, donc on n'aura plus qu'à réaliser ça. J'ai un transfo parfaitement adapté à ce genre de truc, et on va pouvoir faire ça. Voilà, on a fini cette, on va dire, ce petit panorama sur les deux amplis, les deux principales conceptions d'ampli à tube. Et dans la prochaine vidéo, on va détailler véritablement ce sujet du push-pull, parce que c'est central pour la compréhension, notamment de la classe AB, et ça nous ouvre en fait une série de 4 ou 5 vidéos qui sont en attente, la prochaine étant déjà tournée. J'essayerai de mettre en ligne avant mon départ en vacances au mois d'août, on va essayer d'avancer jusqu'au tracé des droites de charge et des transformateurs. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.